Donc, bonjour à tous, bienvenue à la 15e édition des ANED. Je suis Éléonore Delalot, étudiante en M1 et présidente du Bureau du développement durable. Je serai l'animatrice durant cette conférence qui touche au thème des inégalités femmes-hommes en entreprise et plus précisément, on va regarder l'état des lieux global de ces inégalités. Avant de commencer la conférence, je vous propose de regarder la vidéo d'Anne Rivière, la directrice du programme Grande École et des MSI de TBS. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne Rivière, je suis directrice du programme Grande École de TBS. Je suis ravie de vous accueillir pour cette seconde journée des ANED. Cette année, c'est un événement 100% digital organisé par nos étudiants du B3D. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les étudiants impliqués dans l'organisation et nos partenaires. Après une première journée consacrée à la protection des océans, que vous a présentée Stéphanie Lavigne, au programme de cette seconde journée, des thématiques... Voilà. Je repartage. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne Rivière, je suis directrice du programme Grande École de TBS. Je suis ravie de vous accueillir pour cette seconde journée des ANED. Cette année, c'est un événement 100% digital organisé par nos étudiants du B3D. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les étudiants impliqués dans l'organisation et nos partenaires. Après une première journée consacrée à la protection des océans, que vous a présentée Stéphanie Lavigne, au programme de cette seconde journée, des thématiques inspirantes liées à la RSE et ses trois piliers, social, environnemental et économique. Vous découvrirez des experts, des associations, des entrepreneurs, mais aussi pour la première fois des enseignants-chercheurs de TBS qui vont échanger sur des thématiques comme la politique climatique, les inégalités femmes-hommes, l'inclusion dans l'entreprise ou encore l'entrepreneuriat social. Je vous rappelle que ces conférences seront accessibles en différé sur la chaîne YouTube de TBS. Les Assises nationales étudiantes du développement durable sont bien la preuve de l'engagement de TBS pour vous, futurs acteurs de la responsabilité sociétale de l'entreprise et du développement durable. Je vous souhaite une belle journée, riche en échanges et en réflexions. Voilà pour la vidéo. Comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis de nombreuses années et les ANED font maintenant partie des rendez-vous incontournables en termes de développement durable à TBS. Ainsi, sans plus tarder, je vous présente Madame Natacha Laverny, qui est parmi nous et qui est responsable RH chez Pumpkin. Elle s'occupe du volet recrutement et de l'accompagnement des équipes au travail, mais également de la culture d'entreprise. Merci donc de m'accueillir pour cet événement des ANED. J'ai été contactée donc par les étudiants qui organisent en partie l'événement au départ parce que Pumpkin a signé le Parental Act, donc on en reparlera tout à l'heure de ce dispositif. Et aujourd'hui, donc j'interviens plus largement sur l'égalité femmes-hommes en entreprise. Je tiens à dire que je ne suis pas une experte de ce sujet. J'ai toutefois un prisme via mon travail dans les ressources humaines qui fait que j'ai quand même une vision de l'état des lieux actuels et des challenges qui restent encore à parcourir. On le verra, c'est des challenges encore assez forts. Je vais me représenter rapidement, même si Éléonore l'a déjà fait. Donc, moi, j'ai un parcours universitaire au départ dans le commerce international. J'ai travaillé, donc ça fait maintenant 8 ans que je suis arrivée sur le métier des ressources humaines, un petit peu par hasard au départ. J'ai travaillé plusieurs années dans une start-up qui s'appelle lelinx.fr, donc qui est aussi une start-up de la finance, mais plus dans l'assurance, sur un rôle RH 360. Et j'ai rejoint Pumpkin il y a 1 an maintenant, sur un rôle un peu plus spécialisé des ressources humaines, avec donc 3 volets. Le recrutement, on a eu une très forte croissance chez Pumpkin, on a doublé les effectifs et d'ailleurs on a pas mal de jeunes qui sont issus des écoles de commerce, dont TBS, voilà, parce qu'on est un produit qui est à destination des jeunes et donc on a aussi pas mal de jeunes personnes dans les effectifs et on en reparlera en 3e partie de cette présentation. C'est vrai qu'il y a un enjeu fort auprès de vous, la jeune génération,
pour travailler sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes en entreprise. Voilà, le deuxième volet sur lequel j'interviens dans mon métier, c'est l'accompagnement, que ce soit la formation, la montée en compétences, le management. Et le troisième volet, et ça rejoint un petit peu le thème d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est attrait à la culture d'entreprise. C'est des choses qui sont assez importantes aujourd'hui dans les mondes du travail, qui se développent de plus en plus. Les startups dont Pumpkin fait partie sont... en fait, on est un peu les précurseurs finalement aussi de ces changements rituels, de tout ce qui est induit dans les entreprises, parce que aussi on est révélateur de cette nouvelle génération. Souvent, les startups sont quand même créées par des jeunes gens. Pumpkin, c'est le cas. Ils sont 3 cofondateurs. Ils ont créé ça à la sortie d'école. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir les codes et ce qu'ils souhaitent en fait avoir dans leur entreprise puisqu'ils la créent d'eux-mêmes. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Je vous propose donc de commencer par un état des lieux un peu global. Donc, bien que moi j'ai une vision assez claire quand même du sujet de l'égalité homme-femme en entreprise, le fait de préparer cette présentation pour vous m'a remis quand même dans le constat suivant, c'est qu'on a beaucoup de chemin à parcourir encore. Et du coup, ça m'a encore plus motivée parce qu'on doit préparer, je vous en reparlerai en seconde partie, chez Pumpkin, un plan d'égalité homme-femme dans l'entreprise, parce que dorénavant, c'est obligatoire. Et donc, ça m'a donné encore plein d'idées pour préparer ce plan en faisant cette présentation pour vous. Donc là, on le voit, il y a un constat qui est quand même assez fort. Je dirais que c'est surtout le monde politique qui ne donne absolument pas l'exemple aujourd'hui, même si on a quand même de plus en plus de femmes, heureusement, qui sont ministres, mais on n'a quand même jamais eu de présidente de la République, ni du Sénat, ni de l'Assemblée nationale dans l'histoire de France, ni même de première ministre. Donc ça, c'est quand même problématique parce que c'est vrai que le monde politique ne donne pas en fait l'exemple par rapport à ça, et donc forcément en découle dans la société un certain nombre de choses, même si évidemment les lois et les politiques vont dans le sens de l'égalité homme-femme. En soi, je pense que la base, ce serait déjà d'avoir une bonne parité dans la représentativité, mais aujourd'hui malheureusement c'est pas encore le cas. Les grands groupes, si on doit s'attarder un petit peu donc plus sur le monde de l'entreprise, font plus d'efforts parce qu'il y a aussi eu beaucoup de contraintes légales pour eux, et donc il y a quand même de plus en plus dans les comités de direction quand même de femmes, de managers qui ont des responsabilités, etc. Mais aujourd'hui, on le voit, 100% des PDG du CAC 40 sont des hommes, donc c'est quand même majoritairement un monde très masculin. Et dans les startups, on a d'autres challenges encore. Mais en 2018, c'était quand même seulement 6% des startups qui étaient créées par des femmes, par uniquement des équipes féminines. Donc, c'est quand même très, très peu. Voilà. Donc, le constat global, il est assez mitigé. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un de positif. Donc, je vais aussi beaucoup vous parler d'initiatives et de champs des possibles. On en reviendra en troisième partie. Voilà, ça c'est le constat global. Je vais m'attarder un tout petit peu plus sur la partie... alors, là, je ne sais pas pourquoi, mais ma présentation a sauté. Il faut juste que je revienne. Hop, pardon. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, je n'ai plus accès à la presse. Peut-être essayer de... Ouais, c'est juste qu'en fait, je suis partie de l'écran. Voilà, c'est bon, on y est. Hop. Donc là, je fais un focus plus précis sur les problématiques des startups, puisque Pumpkin donc, est une startup de la FinTech, et je trouvais ça intéressant de vous apporter ce regard sur ce monde de l'entreprise précisément, parce qu'en plus, c'est sur cette base-là que beaucoup de choses et d'initiatives se construisent. Donc, il y a un enjeu fort qui pèse sur les boîtes comme les nôtres. Il y a quand même aussi des problématiques dans le monde des startups. La première, c'est qu'il y a beaucoup moins d'argent levé par les entrepreneuses, donc à la fois en termes de nombre de levées de fonds, mais aussi de montants levés. Donc, on a Marlène Schiappa, notre chère ministre, secrétaire d'État,
à l'égalité homme-femme, qui était précédemment numérique, qui avait fait cette campagne avec Sista, donc qui est un collectif de femmes engagées, où elle montrait qu'en étant, si elle avait été un homme, elle aurait eu 95, elle aurait été dans les 95% de levée de fonds, et en étant une femme, elle a seulement que 5% de chances de le faire. Donc c'est quand même, on voit quand même qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir. Et on a un deuxième challenge dans le monde des startups sur la parité homme-femme, c'est au niveau de la mixité au sein des équipes techniques, puisqu'on a seulement donc 16% de femmes sur les métiers techniques, alors que les femmes représentent la moitié des salariés en France. Donc, c'est quand même très peu. C'est dû notamment au fait que les parcours ingénieurs sont majoritairement, en fait, c'est comme ça, c'est assez culturel en Europe, mais pris par des hommes. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut faire le paradoxe avec des pays. Moi, lorsque je travaillais chez Leolinx.fr, je travaillais avec des développeurs qui étaient en Inde. Pour le coup, il y avait beaucoup plus de femmes dans les équipes techniques parce que les cursus, en fait, généralistes sont très mathématiques. Donc, en fait, quel que soit le sexe, on a accès ensuite aux voies ingénieurs dans ce pays-là. Par contre, je tiens à mitiger, c'est assez marrant, mais une fois, c'est assez marrant, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais une fois qu'une femme a un enfant en Inde, sa carrière est systématiquement coupée, généralement. Elle arrête de travailler. Donc, c'est un autre sujet, mais c'est pour montrer un petit peu le parallèle qu'il y a dans d'autres cultures. Voilà. Je vais passer ensuite donc, à la seconde partie sur les enjeux. Pour les entreprises, donc les enjeux de l'égalité femmes-hommes, il y en a un certain nombre. Je dirais que le premier enjeu pour quasi maintenant toutes les entreprises, c'est un enjeu légal et parce qu'il faut pouvoir être en conformité avec la loi. Et donc, depuis mars 2020, donc c'est assez récent, c'est toutes les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent être en conformité sur deux aspects. Le premier aspect, c'est avoir un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Cet accord, il doit être validé par le CSE, donc le comité social et économique. Je ne sais pas si vous maîtrisez ça. Généralement, c'est anciennement les délégués du personnel. Voilà. Et le deuxième aspect sur lequel les entreprises doivent se conformer, c'est publier un index de l'égalité professionnelle, notamment sur la partie salaire et promotion. Donc ça, je vais vous montrer un exemple juste après avec quelques chiffres chez Pumpkin. Mais ce qui est sûr, c'est que à travers cet enjeu légal, ce que souhaitent, je pense, les politiques, c'est s'attaquer à un sujet qui est le plus aujourd'hui, qui reflète le plus les inégalités entre les femmes et les hommes au sein du monde de l'entreprise, c'est la partie rémunération. À salaire égal, là, c'est une étude qui a été publiée ce mois-ci, donc c'est très récent par l'ETUC, qui est la Confédération européenne des syndicats, qui parle de gap gender, et l'écart des salaires entre les hommes et femmes à niveau de travail et de responsabilité égale, c'est 15% en France, donc c'est quand même beaucoup. Et au rythme auquel on s'améliore, ça sera réduit que d'ici 100 ans. Donc, c'est très long. Donc, il y a vraiment un travail fort à faire sur ça. Et c'est un travail qui doit être mené, on le verra ensuite, à la fois par la direction de l'entreprise, mais aussi par les ressources humaines, mais aussi par les salariés eux-mêmes, tout simplement, hein, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Là, je vais vous présenter l'index, une partie de l'index, parce qu'il y a il y a différents points. On l'a vu, il y en a 5 pour avoir une note totale. Là, je vous ai montré qu'une partie parce qu'on n'a pas totalement fait encore l'index total chez Pumpkin. Mais là, donc, c'est sur la partie écart de rémunération entre hommes et femmes. Donc, on le voit, il y a, sur les salariés de moins de 30 ans, on n'est pas bon, on est rouge, parce qu'on a un écart moyen de plus de 24%. Alors, cet écart, il s'explique pour le coup par des métiers qui sont différents. La représentativité des femmes qui ont moins de 30 ans chez Pumpkin sont sur des métiers qui sont de fait moins rémunérés, essentiellement des personnes notamment au service client. Et chez les hommes, on a une grosse partie de nos équipes qui sont hommes et qui sont développeurs et qui ont moins de 30 ans et qui donc ont des salaires plus élevés. Donc, au final, il y a une explication, on va dire, juste et valable derrière.
Mais encore une fois, on le voit, si les femmes avaient plus accès à des métiers techniques, elles auraient des meilleurs salaires et donc on serait meilleur sur cet index. Et ensuite, pour les salariés de 30 à 39 ans, on est plutôt bon, on est vert, on est qu'à 8% d'écart moyen. Et c'est parce que là, en fait, à partir de ça, on a des managers qui sont à peu près égales entre hommes et femmes en termes de nombre, et donc forcément des rémunérations égales chez nous, puisqu'il n'y a aucun sujet sur ça chez Pumpkin. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu un exemple, mais on le voit, même dans des boîtes comme les nôtres, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Je vais passer donc ensuite à des enjeux plus liés à la tech, puisque le but aujourd'hui, c'est donc de parler aussi des entreprises tech qui ressemblent à Pumpkin. Dans le recrutement, c'est un enjeu assez fort d'avoir cette égalité homme-femme, parce qu'on va, on le sait, avoir, et c'est acté aujourd'hui, une pénurie de postes sur les métiers techniques. C'est estimé à environ 750 000 postes à horizon 2020. Donc 2020, on y est. Donc c'est beaucoup. On est en retard sur ça parce que évidemment aussi les écoles n'ont pas forcément suivi le rythme des évolutions technologiques, et donc aujourd'hui c'est de mieux en mieux, mais il n'y avait pas suffisamment de filières qui permettaient de former les nouvelles générations au métier du numérique. Aujourd'hui c'est de mieux en mieux, mais c'est un enjeu fort d'avoir de l'égalité homme-femme dans le recrutement. Pour pouvoir en fait ajuster la mixité au sein des équipes et créer plus d'harmonie. Voilà. La rétention, c'est un second enjeu. Les hommes, en fait, on se rend compte qu'il y a en fait une même volonté de la part des hommes et des femmes sur les leviers de motivation. Donc ça, c'est assez marrant parce qu'on pourrait se dire que finalement, les femmes auraient des besoins différents, notamment sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, une étude récente américaine qui a montré qu'il y a sur les 5 leviers principaux, il y a 4 leviers de motivation qui sont les mêmes. À savoir le salaire, donc voilà, l'accès à la formation, les opportunités de carrière et l'accès à un poste plus enrichissant. Donc, en fait, avoir une égalité de traitement des hommes et des femmes sur l'ensemble de ces 4 items permet tout simplement aux femmes de mieux se projeter, d'avoir envie de rester dans les entreprises, d'avoir plus de responsabilités, d'avoir plus de salaire. Donc, c'est très important d'avoir cette égalité de traitement pour retenir tout simplement les talents féminins, mais aussi les talents masculins. Et le troisième enjeu pour les entreprises tech, d'un point de vue égalité homme-femme, c'est la performance. Mais ça, on pourrait même l'élargir de manière plus globale à toutes les entreprises. Là, c'est une étude de l'incubateur First Round, qui est un incubateur américain, qui, d'après ses chiffres, a montré que les startups qui ont des femmes parmi leurs cofondateurs ont enregistré un retour sur investissement 63% supérieur à celui des startups dirigées uniquement par des hommes. Donc, ça prouve que la mixité des équipes apporte en fait un équilibre et une complémentarité, notamment au niveau de la gestion donc, des investissements et des équipes. Donc, en fait, c'est très important de pouvoir construire des équipes, que ce soit pas forcément les fondateurs, mais au moins les premières personnes qui rejoignent une équipe, qui est une mixité des sexes qui permet d'avoir cet équilibre, cette harmonie et de bénéficier des forces de chacun, tout simplement. Et ça permet aussi ensuite de construire des équipes mixtes aussi, puisqu'on va généralement, si on construit dès le départ des équipes tech uniquement masculins, c'est parfois plus difficile de faire arriver des femmes dans ces équipes qui se reconnaissent moins dans peut-être la culture de la boîte ou voilà, les valeurs. Et donc, il vaut mieux dès le départ faire en sorte, on le verra comment, parce que c'est compliqué en France, on n'a pas le droit de faire de la discrimination positive lors des recrutements, mais faire en sorte, dès le départ de la construction d'une équipe, d'avoir des hommes et des femmes pour pouvoir ensuite attirer des hommes et des femmes.
Voilà, donc ça, c'est les 3 enjeux principaux pour les entreprises tech: le recrutement, la rétention des talents et la performance économique de l'entreprise. Je passe donc à une 3e partie. Donc, je vais relativement assez vite, Éléonore. Donc, on verra s'il y a, j'espère, beaucoup de questions. N'hésitez pas à les préparer dès maintenant. Je ne voulais pas affubler non plus d'informations, mais avoir peut-être plus un échange instructif à la fin de la presse. Là, je passe au volet accompagnement, qui est pour moi le volet de toute façon le plus important, c'est-à-dire que c'est bien de faire un état des lieux de ce qui ne va pas et de ce qu'il faut améliorer et des enjeux. Maintenant, ce qui est important, c'est de focus sur les solutions. Voilà, c'est pas pour rien que je travaille pour une start-up. On a tendance à être toujours orienté solution et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc, la base, tout simplement pour adresser le sujet de l'égalité homme-femme en entreprise, c'est déjà d'avoir la direction de la boîte qui est inclus dans ce projet et qui a envie. Donc, ça doit être un engagement fort et même plus, d'après Agathe Gauthier, qui est CEO du Gallion Project. Ça doit être une conviction. Donc, le Gallion Project, c'est un projet qui a été mené en partenariat avec différentes parties prenantes de start-up et d'autres entreprises, donc pour adresser le sujet de l'égalité homme-femme. J'ai mis le lien, donc c'est assez intéressant si vous voulez aller voir le site parce qu'il y a beaucoup de ressources sur ce sujet. Mais effectivement, si on n'a pas la direction de l'entreprise qui souhaite traiter cette problématique, si on peut dire que c'est une problématique, en tout cas ce sujet dans l'entreprise, ça ne marchera pas parce que ça demande d'avoir des engagements forts et donc la direction de l'entreprise doit valider, donc elle doit être incluse. Et le fait d'avoir des femmes dans les directions d'entreprise aide à ça parce que du coup, le prisme féminin est inclus dans la réflexion, mais moi, je le vois aujourd'hui chez Pumpkin, on n'a que 3 cofondateurs, donc 3 hommes, finalement, avec des hommes de la nouvelle, je dirais, génération qui sont jeunes et qui sont bien dans l'air du temps, etc., et qui n'ont pas de problématique en fait avec l'égalité homme-femme. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des femmes pour porter des sujets. Je vais en parler. Le Parental Act, il a été porté par les fondateurs de Pumpkin. Pour le coup, j'ai même pas été moi qui suis RH mise dans la boucle. Donc, c'est pour vous dire à quel point pour eux, ça semblait naturel de signer cet acte et de rejoindre le mouvement en tant qu'homme. Parce que c'est vrai, pour le coup, c'est un dispositif qui favorise les hommes, mais pas que. Ça se favorise aussi le second parent. Donc, on le verra après, ça peut être des couples homosexuels, donc aussi des femmes. Mais voilà, c'est important quand on veut adresser le sujet de l'égalité homme-femme en entreprise, donc d'avoir la direction qui suit ou qui porte directement, puisqu'il y a un rééquilibrage volontaire qui doit s'opérer et donc il y a un certain nombre de projets concrets qui doivent en découler et donc la direction doit être incluse. Là, je vais vous parler un petit peu de ce qui a été fait en termes d'accompagnement sur le sujet de l'égalité homme-femme chez Pumpkin. Le premier point, donc, c'est le Parental Act. Je reviendrai dessus un peu plus en détail juste après. Donc, je vais vous parler tout de suite de la deuxième partie qui est sur la façon dont on objective les salaires et les promotions chez Pumpkin. Donc, je vous en ai parlé précédemment. C'est un levier de rétention ISO chez les hommes et les femmes d'avoir accès à de la carrière, à de la promotion et à des salaires. Et donc, comment on a mis en place ça chez Pumpkin, et c'est assez récent, c'est un travail qui a été fait là sur les 6 derniers mois. On a mis en place un outil qui s'appelle ClearWedge, donc qui porte assez bien son nom. Donc, le fait de pouvoir donner de la transparence sur les salaires et de construire des grilles de salaire et d'augmentation qui soient équitables pour l'entreprise et factuelles. Donc ça, c'était une première étape. On a aussi décidé de mettre en place un temps dédié qui soit identifié au sein des équipes pour discuter salaire. Est-ce qu'on s'aperçoit que souvent les femmes ont plus de mal à discuter, à communiquer autour de ce sujet, des augmentations de salaire. Donc, en instaurant une règle qui est de dire chez Pumpkin, à date anniversaire de contrat, il y a systématiquement une discussion autour du salaire
qui se fait, ça permet en fait de libérer la parole et de se dire en tant que salarié, j'ai un temps dédié, j'ai pas besoin d'aller chercher en fait mon manager sur ce sujet-là. Je sais qu'il sera forcément adressé à date anniversaire de mon contrat. Donc voilà, et au-delà de l'égalité homme-femme, ça permet aussi à certaines personnes qui sont moins à l'aise avec ce sujet, et il y en a beaucoup parfois dans l'entreprise qui ne sont pas forcément à l'aise avec les négociations, de pouvoir aussi se dire j'ai un temps dédié, je sais que c'est à ce moment-là, je n'ai pas besoin de moi aller chercher mon manager sur ce sujet. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, sur la façon dont on a essayé de rendre le plus factuel possible les augmentations de salaire, on s'est basé sur 3 critères avec des pourcentages d'augmentation. Le premier critère, c'est un critère qui est lié à la performance, avec des grilles métiers qui permettent de se dire voilà où en est la personne, voilà le chemin qu'elle a parcouru la dernière année avec un certain nombre de points. Donc, il y en a entre 10 et 20 selon les métiers. Des compétences à la fois très techniques, des hard skills, mais aussi des soft skills, des compétences plus transverses, où on va évaluer un à un avec le manager et la personne où est-ce qu'elle en est. On fait aussi parfois ce qu'on appelle des sondages 360 qui permettent aussi d'interroger des collaborateurs donc de manière plus large, donc vraiment des pairs qui sont partie prenante de le travail de la personne. Tout ça permet d'avoir une vue équilibrée du travail des gens et donc de pouvoir donner un pourcentage d'augmentation lié à la performance qui soit le plus juste possible. Ensuite, on a un second critère chez Pumpkin, c'est les valeurs. Donc, nous, on a 6 valeurs chez Pumpkin. La première, c'est la liberté. La seconde, c'est la responsabilité. On a également la passion, la communauté. Donc, ça rejoint un petit peu notre produit, parce qu'on a un produit très communautaire. La réussite et le plaisir. Et là, on va simplement discuter autour de ces valeurs et de la façon dont elles sont reflétées dans le travail de la personne au quotidien et se dire, voilà, c'est aligné, c'est pas aligné. Et à ce moment-là, pareil, il y a un pourcentage qui est lié dans la rémunération. Et le troisième volet, c'est l'influence et la collaboration, parce qu'en tant que start-up ou même en tant qu'entreprise agile, qu'on soit start-up, PME ou grand groupe, à partir du moment où on souhaite avoir de l'agilité, il faut pouvoir avoir beaucoup de collaboration entre les personnes. Et on a un troisième volet qui est influence et collaboration. Et là, pareil, on va juger de la façon dont les équipes travaillent de manière collaborative à l'intérieur de leur équipe, avec les autres équipes, et pareil, avoir un pourcentage adossé à ça. Tout ça donc, nous permet d'objectiver de manière très factuelle les augmentations et les promotions, et donc de s'assurer d'une égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Et il vous reste 5 minutes avant de passer 5 minutes. Oui. Ah ok, bon, très bien, on est dans le timing alors. Le troisième volet, donc c'est la marque employeur. Donc là, c'est être volontariste dans les recrutements. Comment on l'est? On essaye donc d'avoir des annonces qui sont le moins genrées possible et de mettre en avant à la fois des hommes et des femmes dans les prises de parole qui sont faites, les vidéos, tous les contenus qu'on peut faire. Donc, je reviens 5 minutes sur le Parental Act. Donc, c'est un dispositif qu'on a signé quand il a été lancé. C'est un congé second parent qui est rémunéré d'une durée minimale d'1 mois. C'est une avancée majeure pour l'égalité entre les hommes et les femmes au moment du choix du congé parental à la naissance d'un enfant. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Parce que déjà, c'est une avancée majeure parce que c'est pour le second parent, qu'il soit homme ou femme. Donc ça, pareil, c'est une égalité par rapport aux couples homosexuels qui n'avaient pas forcément les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et pour la mère également, puisque en fait, avant ce dispositif, et là on verra le dispositif légal du coup a été allongé, on a seulement 7 hommes sur 10 qui prenaient leur congé paternité, pourtant qui est très faible, de 11 jours. Et il y avait seulement 12% qui allaient au-delà, donc c'est-à-dire le congé parental qui suit, qui est très faiblement rémunéré, c'est à peu près 400 € par mois. Donc c'est quand même pas beaucoup. Et ce qui se passe donc, dans ces chemins de vie-là, c'est que la mère se retrouve à avoir 6 semaines et donc un peu plus, pardon, et donc 2 mois et demi après l'accouchement, et donc garde l'enfant. Donc forcément, il y a une inégalité par rapport à ça, puisque le père ne peut pas, assumer plus que 11 jours, sauf s'il prend des congés payés, etc. Donc forcément, à partir du moment où une femme est enceinte, les entreprises anticipent ça et parfois
ça donne lieu à des arrêts de carrière pour certaines femmes, des mises au placard. Il y a des situations qui sont très dures pour certaines femmes. Ça commence à se décanter dans les entreprises, mais voilà, il y a quand même des situations compliquées. Donc, à noter qu'à partir du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité légal passera de 14 à 28 jours. Je ne sais pas si c'est le Parental Act qui a aidé, mais pour vous dire, ça a suivi quand même. C'était juste après. Faut comprendre que dans les lobbying politiques, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils regardent quand même ce qui se passe en termes de tendance dans les sociétés, qu'il y a quand même beaucoup de CEO de start-up qui ont des liens aussi avec les politiques. Donc, je pense aussi que ce dispositif légal a été quand même aidé par l'impulsion du Parental Act qui a fait pas mal de bruit dans la presse et autour notamment des lobbying politiques parisiens. Donc voilà, le petit bébé dit merci parce qu'effectivement, je tiens à le dire, les enfants, là vous êtes très jeunes, vous n'avez pas encore d'enfants, mais ont besoin de leurs parents, que ce soit le père ou la mère, c'est exactement la même chose. Ils ont juste besoin à la naissance de beaucoup d'amour et d'attention et donc de présence. Donc forcément, à un moment donné, il faut s'arrêter un petit peu de travailler, au moins au début. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Là, je voulais vous parler rapidement d'Arkea. Je passerai rapidement dessus. Donc, pourquoi? Parce que Arkea, c'est le groupe qui Pumpkin a été racheté en fin 2016 en grande partie par le groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc, il y a un groupe bancaire. La façon dont le groupe Arkea adresse les sujets de l'égalité homme-femme est différent d'une boîte comme Pumpkin qui est beaucoup plus petite. Donc, eux, ils ont décidé déjà sur le sujet de l'entrepreneuriat parce que c'est une banque qui, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais qui est assez novatrice. Notamment, c'était la première banque à l'époque à être sur le Minitel, puis Internet, puis XP. Voilà, donc depuis maintenant, les autres banques ont suivi, mais c'est une banque qui est très tournée vers l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont misé sur Pumpkin. Et donc, ils ont signé une charte avec Sista et le CNUM qui permet de fixer des bonnes pratiques à l'intention des investisseurs. On en parlait tout à l'heure sur les levées de fonds pour pouvoir effectivement faire en sorte que les femmes ne soient pas délaissées dans les levées de fonds et dans les sélections de projets. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif qui est intéressant. Dans le groupe Arkea, ils ont aussi des référents internes sur le sujet pour pouvoir promouvoir l'égalité femmes-hommes. Et ils ont un index de l'égalité professionnelle dont je vous parlais tout à l'heure qui est très bon puisqu'il est de 92 sur 100. Donc, au niveau des écarts de rémunération et des promotions, c'est un groupe qui est très, très engagé. Voilà. Je finirai donc par la dernière slide, s'il me reste encore 2 minutes, Éléonore. Et sur, en fait, l'accompagnement de ce sujet, l'égalité femmes-hommes, il est très important, effectivement, dans l'entreprise, dans la société aussi. Et donc, c'est aussi en tant qu'individu qu'on vient contribuer au collectif. Donc, en tant que nouvelle génération, ce sera à vous de continuer de toute façon à mener, pour le coup, parfois certains combats, parce qu'il faut appeler ça parfois quand même un chat par un chat, c'est parfois des combats qui doivent être menés pour les femmes. Au global, quand même, de manière générale, il n'y a pas forcément aujourd'hui besoin d'être si offensif que ça, parce que de manière naturelle, les garçons et les filles sont élevés de plus en plus de manière égalitaire et donc forcément, ça suit en entreprise puisqu'on grandit, etc. Il y a moins de problématiques de biais cognitifs. Mais ce qui est sûr, c'est que votre rôle en tant que nouvelle génération, c'est à la fois d'accepter les singularités de chacun. Donc, c'est important, quel que soit son sexe, quelle que soit sa sexualité. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez aussi un fort pouvoir que parfois on ne connaît pas, mais c'est d'être exigeant tout simplement sur les valeurs des entreprises, soit que vous rejoignez en tant que candidat, et ça, c'est à vous de faire ce travail-là en entretien, de vous renseigner avant, parce que en fait, en tant que futur talent, le fait d'être exigeant sur le type d'entreprise que vous rejoignez, il y a certaines boîtes qui perdent des talents comme ça, ils s'en rendent compte, ils disent mince, on a perdu un talent parce qu'on n'a pas été bon, par exemple, sur l'égalité homme-femme. Et donc, ils vont mettre en place des dispositifs qui ne sont pas forcément naturels dans leur culture d'entreprise, mais ils vont se forcer et ils vont mettre en place des choses.
Et ça, et on le voit. Finalement, c'est par le bas qu'on nivelle le haut. Et il y a un autre volet qui est très important, c'est qu'en tant que consommateur aussi, vous avez un fort pouvoir auprès des entreprises. Et donc, consommer auprès d'entreprises qui, pour vous, ont des valeurs qui vous correspondent, notamment sur le sujet de l'égalité homme-femme, c'est important. Et aujourd'hui, grâce notamment quand même aux réseaux sociaux, à Internet, on connaît de plus en plus l'envers du décor, donc on est capable de savoir ce qui se passe dans les entreprises et donc de juger aussi sur ça et pas que sur le produit ou le service qui est donné. Voilà, et enfin, moi, je vous invite à oser communiquer sur le sujet pour lever les tabous. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions justement pour pouvoir en discuter. Ça me fait une transition sur la fin. Merci beaucoup en tout cas, Natacha Leverny, pour cette conférence. Maintenant, on va passer aux questions. Je vous invite à les poser dans le chat. Et du coup, je vais tout de suite commencer avec la première. Est-ce que c'est pas plutôt un problème structurel, voilà, notamment au niveau de l'éducation des filles, qu'on les encourage moins à faire des études d'ingénieurs, ou parfois au niveau des salaires, elles savent moins se mettre en avant, se vendre que sont les garçons? Eh bien, je pense que oui, en partie, c'est ce que je disais. C'est qu'en fait, l'entreprise, elle est le reflet de la société, elle est le reflet de l'éducation. Donc, ça commence, en fait, moi, là, je vais m'adresser à la fois aux hommes et aux femmes, mais en fait, pour traiter le sujet de l'égalité homme-femme, il faut commencer par la base, il faut commencer par nos enfants. Donc, en prenant le temps d'être avec nos enfants, donc merci au Parental Act, on peut leur donner l'éducation et les valeurs qu'on souhaite, notamment, et donc on peut faire en sorte qu'ils deviennent, eux, dans leur comportement, égalitaires par rapport au sexe opposé. Et donc, oui, ça vient, si on entend structurel par là, oui. Parce qu'en fait, en entreprise, ce qu'on fait, c'est un rééquilibrage actuellement, effectivement. On ne fait que rééquilibrer des choses qui auraient dû être traitées dès l'enfance, dès la scolarisation aussi, hein, dans les écoles. On a vu notamment, il y a eu un sujet dans les lycées là, sur les tenues des filles, parce qu'elles n'avaient pas le droit de s'habiller d'une certaine manière, etc. Donc voilà. Mais effectivement, oui, moi, ce que je vous invite, là où vous avez le plus grand pouvoir, c'est en tant que futurs parents, c'est d'élever vos enfants de manière égalitaire et ensuite, ça suivra, tout simplement. Très bien. Une autre question, comment est-ce que vous imaginez l'égalité homme-femme dans 10 ans? Voilà, c'est une question très personnelle. 10 ans, c'est un peu court, mais ça sera quand même, je pense, un peu plus avancé. Je pense que là, on a quand même beaucoup de femmes qui prennent la tête d'entreprises, qui sont de plus en plus exposées médiatiquement. On a les réseaux sociaux qui aident à quand même lever un certain nombre de tabous. Donc, dans 10 ans, je pense que je ne suis pas sûre que l'écart des rémunérations soit totalement… Enfin, on n'aura pas fait un gros gap. Si on passe de 15% d'écart en dessous de 10, ça sera très bien. Mais d'un point de vue société, les choses vont très vite. Donc, on aura, je pense, une belle amélioration, au moins sur la carrière des femmes en entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les nouveaux challenges pour 2021 pour Pumpkin, voilà, en termes d'inégalité homme-femme? Alors, pour nous, on va donc s'atteler à faire cet accord collectif sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Donc là, on a commencé à réfléchir justement à un groupe de travail. Nous, on est très participatif chez Pumpkin, donc je pense qu'on va proposer à certains salariés d'y participer, à certains membres d'équipe, pour avoir justement ce côté égalitaire, même au-delà donc en fait du sexe juste et voilà, de poste. Donc ça va être un challenge pour nous et on a à l'intérieur de ce plan, je pense qu'on va adresser des principales difficultés qu'on a, c'est d'avoir des femmes dans nos équipes techniques. Voilà, on en a très peu. On en a à la QA, qui est la qualité. Mais sinon, le reste de nos équipes, l'intégralité de nos développeurs, donc c'est plus de 25 personnes, sont des hommes. Voilà. Ça marche. Qu'est-ce que vous pensez de l'écriture inclusive en entreprise? L'écriture inclusive? Oui, c'est le fait de, par exemple, écrire bienvenue à tous, toutes. Ah, oui, Voilà, pardon. mettre le D'accord. masculin et le féminin en même temps. Alors, moi, j'essaie de le développer dans les annonces.
Et c'est principalement là qu'on le fait et uniquement là, généralement. Sinon, malheureusement, le masculin l'emporte dans la plupart des interactions, même des... Enfin, c'est comme ça. Il faut en fait le forcer et généralement, les personnes qui font du contenu, en tout cas en externe, même des femmes hein, le diront, c'est pas très joli, c'est moins facile à lire. Donc, généralement, c'est aussi pour ça que c'est pas fait. D'accord. Et donc voilà, le temps des questions est maintenant fini. Merci beaucoup encore une fois, Madame Laverny, pour cette conférence. De rien. Cette conférence sera disponible en replay sur le YouTube de TBS. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire aux autres conférences de la matinée. Et on se retrouve le 1er avril pour la deuxième partie de cette 15e édition en présentiel, on l'espère. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.